bonsoir. Nous avons l'immense plaisir de recevoir Momar Thiam. C'est le directeur général du cabinet Conseil Welcoming. Bonsoir Momar. Bonsoir Antoine. Vous êtes également ancien conseiller en communication du président Abdoulaye Wade, ancien consul du Sénégal à Bordeaux. Vous êtes par ailleurs le directeur de l'école Haute Étude de l'information et de la communication. C'est bien cela. Exact. Alors, nous allons parler de toute cette actualité politique bouillonnante, polémique autour de la décision du président Macky Sall de faire 7 ans. Quel regard portez-vous sur cette polémique? Merci d'abord Antoine pour cette invitation. Je dirais que j'ai un regard qui est double. Le premier regard, c'est le regard d'abord du citoyen sénégalais que je suis, qui constate que mon pays quand même est arrivé à un niveau de maturation de sa démocratie qui fait qu'à chaque fois que des actes forts sont posés en politique, notamment pour ce qui concerne le référendum, il y a un bouillonnement médiatique, un bouillonnement politique, des discussions à tout va autour de la question, et je trouve que c'est une très très bonne chose. Très bonne chose. Ensuite, l'autre regard, c'est le regard du spécialiste de la communication que je suis, qui est plutôt un retrait, si tu voulais, de la masse, de tout cela, de l'opinion, et qui regarde avec un œil expert, et qui quelquefois qui se pose des questions sur la culture communicationnelle de nos gouvernants et surtout des hommes politiques. Avec ses manquements, peut-être avec ses performances. Avec ses manquements, quelquefois avec ses performances, mais quelquefois surtout avec ses défaillances. Très bien. Alors, il y a un front anti-référendum composé de partis politiques, de l'opposition, mais également d'organisations de la société civile. Alors, quelle attitude, avant d'entrer justement dans la stratégie de communication, quelle attitude faudrait-il adopter vis-à-vis de ce référendum? Mais écoutez, pour ne pas être donneur de leçons, je ne pense pas être en mesure de dire voilà l'attitude qui sied face à une telle situation. Les hommes politiques ayant la manivelle politique, ayant l'habitude politique de gérer ces genres de questions, sont plus aptes que moi en ces lieux pour parler de ça. Mais je dirais simplement que la société civile se mette à côté des hommes politiques, se mette, pour ainsi dire, à côté de l'opposition, pour inviter à un non massif autour de ces référendums. Je dis que la société civile et les hommes politiques sont un peu dans leurs droits. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où la société civile, quelquefois, se confond même avec la société politique. De sorte que, quelquefois, la ligne de démarquage est plutôt difficile. On n'y comprend pas quelque chose. La frontière est très ténue. La frontière, elle est très très mince. Elle est très très mince parce que qui aurait imaginé aujourd'hui que le mouvement Y en a marre et le PDS et Réumi et peut-être d'autres partis de l'opposition fassent route ensemble pour aller vers un non massif ou appeler les populations vers un non massif. C'est pour cela que je dis toujours, attention, la politique n'est pas une science exacte. Il faut toujours parler de conjoncture et de contextualisation pour pouvoir expliquer ces phénomènes-là. Apprécier selon la situation. Exactement, il faut apprécier selon la situation. Alors, on va parler justement de la communication du pouvoir par rapport à ce référendum. Communication jugée quelque part agressive. Est-ce que c'est la bonne stratégie que le pouvoir a adoptée aujourd'hui? Mais écoutez, moi je pense qu'à chaque fois qu'il y a un pouvoir qui est mis en place, le premier aspect sur lequel on met le doigt, et notamment la société médiatique en général, c'est l'aspect communication. À juste titre, pour une bonne et simple raison, c'est que la communication professionnalisée chez nous ne date peut-être que d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années. Les personnes qui sont formées à une communication maîtrisée et professionnelle sont très peu nombreux. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, toute la communication qui tourne autour de ces référendums, qui tourne même autour de la déclaration du chef de l'État, on a l'impression, Antoine, l'impression, moi, que j'ai, c'est qu'il y a une espèce d'organisation qui veut que les hommes politiques, les membres de la mouvance présidentielle envahissent les chaînes de télévision et envahissent les plateaux de télévision et les radios pour s'exprimer sur la question et notamment pour la position du chef de l'État. Oui, est-ce que ça ne va pas créer justement un effet boomerang, une surmédiatisation? Ce que je voudrais dire, c'est que le trop de communication tue la communication. Comme le trop de publicité tue la publicité. On a vu des exemples ailleurs. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que la parole présidentielle, elle est sacrée. Les citoyens y croient, à mon avis, plus à la parole présidentielle qu'à la parole de ses suivants ou de ses suiveurs. Et je pense que le président gagnerait sur des questions de ce type, et notamment sur la question du référendum, ou même sur la question de l'avis du Conseil constitutionnel, prendre
comme invite la presse dans sa généralité et dans sa pluralité, en témoin, pour parler à l'opinion, qui essaie de créer une espèce d'interactivité avec l'opinion. Pourquoi? Souvenez-vous, en 2001, quand il a fallu faire le référendum pour changer la Constitution. En 2001, oui. Effectivement, j'étais chargé de la communication du président. Tout à fait. J'étais le premier à dire au président, ce serait été bien d'organiser un grand débat où la société civile aura sa présence, où toutes les représentations de la société sénégalaise seront présentes et permettre à l'opinion d'être l'invite principal justement de ce débat-là. C'est ce que vous suggérez. D'ailleurs, si vous vous souvenez très bien, les gens sont allés poser des questions au-delà des questions concernant le référendum et la Constitution. Ils sont allés même demander au président de la République qu'est-ce qu'on peut faire, notamment les jeunes, pour avoir un visa et aller en France. Oui. Et souvent, ça permet de décompresser la tension médiatique et la tension politique. Parce que les Sénégalais, ils croient en une chose, ce qu'on appelle le YEC, la proximité relationnelle. Absolument. Si on gère cette proximité relationnelle dans le cadre d'une communication maîtrisée, ça peut passer. Alors, et le conseil que je donnerais, si vous permettez, au président de la République, je ne sais pas s'il m'écoute, ça aurait été quand même de créer ce grand débat-là. Comme vous l'avez fait en 2001. Pas forcément comme l'a fait en 2001, parce que d'autres formats peuvent exister. Oui. Parce que la donne a changé, puisqu'il existe aujourd'hui des sites d'information. Parce que ces sites-là, il faut les inviter. Ces sites ont une présence dans nos foyers. Chez les jeunes, on a son smartphone, on peut cliquer sur n'importe quel site d'information. N'oubliez pas quand même le monde rural. Le monde rural. De profondeur. Mais justement... Oui. Mais là où justement le Conseil serait quand même déterminant pour l'institution présidentielle, je dis bien, ça aurait été justement de privilégier ce que j'appelle la stratégie d'écoute. Par exemple, le président a pris en compte l'avis du Conseil constitutionnel et l'avis de l'Assemblée nationale. Tout à fait. En termes stratégiques, purement sous le registre de la communication, ça aurait été bien que le président observe un silence d'une semaine et donner rendez-vous au peuple sénégalais par l'intermédiaire des médias, ce qui lui permettrait d'écouter l'écho que cela va faire au niveau de l'opinion. Parce que j'ai l'habitude de dire, l'opinion au plus bas niveau est majoritaire dans ce pays. Et cette opinion n'est pas... C'est elle qui fait et qui défait. Mais c'est qui fait et qui défait et qui n'est pas forcément dans le registre politique ou dans le registre idéologique. C'est quand même important. Est-ce que si le pouvoir réussissait cette stratégie de communication, il pourrait y avoir moins de polémiques comparativement, naturellement, à 2001. Oui, bien sûr. Si on compare les deux situations, il y avait moins de polémiques peut-être en 2001, sauf peut-être il y a quelques partis politiques comme le PIT qui avaient appelé mais le seul souci, Antoine, c'est que le pouvoir organise une communication alors que le pouvoir vient de poser un acte fort en la décision du président de la République. Ce n'est pas un acte que je juge moralement ou politiquement, je ne suis pas dans ce registre-là. Mais je veux dire, le fait que le président ait dit « oui, je me conforme » à l'avis du Conseil constitutionnel, et donc je vais faire mon mandat de 7 ans. Une partie de l'opinion, et notamment ce que j'appelle l'opinion au plus bas niveau, ne le comprend pas. Et donc forcément, même si le pouvoir envahit les plateaux, envahit les rédactions, ça ne peut rien donner. Ça donne l'impression que c'est une espèce de justification à hauteur. Et que forcément, cette opinion-là ne retiendra qu'une chose. Et ça, les enquêtes le prouvent. Le président a renoncé à sa parole. Et ça peut contenir des enjeux. Finalement, ça va être difficile de communiquer autour du référendum. Mais être difficile de communiquer autour du référendum, parce que tout simplement, les gens attendaient que le référendum se fasse dans le cas où le président aurait renoncé à son mandat pour faire 7 ans. Maintenant que le président est allé à outrepasser justement cet engagement-là, forcément, il n'a plus l'écoute nécessaire. Vous savez, en termes de communication, on dit souvent, on peut vous écouter sans vous entendre, on peut vous regarder sans vous voir. Mais j'ai bien peur qu'avec cette décision-là, et les conséquences qui vont s'en suivre, que toute la communication du président, justement, reste dans ce format-là. C'est-à-dire, on les écoute sans les entendre et on les regarde sans les voir. Et je ne souhaite pas cela. Alors, si on regarde un peu dans les journaux, on regarde les télévisions, on écoute les radios, il y a de l'APR partout présent. Est-ce que vous pensez que cela ne peut pas quand même atteindre un tant soit peu les cibles? Bien sûr, mais vous savez, il y a 3 sortes de cibles, au moins dans l'endroit politique. Il y a la cible qui est constituée des hommes politiques, pouvoir comme opposition. Il y a la cible qui est constituée de ce que j'appelle l'intelligentsia, quel que soit le domaine d'activité, par exemple les juristes pour ce qui concerne la question du Conseil constitutionnel, de son avis. Et il y a la cible que j'ai l'habitude de dire, l'opinion au plus bas niveau. Et vous venez de le dire, cette opinion au plus bas niveau est majoritaire. Évidemment, envahir les plateaux, faire preuve d'une communication de masse, forcément va maîtriser et mobiliser, je dis bien, les partisans du président.
c'est très bien. Oui. Mais le problème, c'est que quand on va aller au vote, il va falloir aussi convaincre les deux autres opinions, niveau d'opinion, qui ne sont pas souvent convaincus par la chose politique, parce qu'aujourd'hui, quelque part, quand même, quoi qu'on puisse dire, la parole politique est décrédibilisée. Oui, très bien. Alors, Momar, nous allons parler justement d'une des 15 réformes. Il s'agit de la représentation des Sénégalais de l'extérieur par des députés qui seront issus de la diaspora. Une bonne réforme, vous qui avez été, il faut le préciser encore une fois, vous qui avez été consul général du Sénégal à Bordeaux. Mais écoutez, c'est une question qui me tient à cœur. Et comme vous l'avez rappelé, j'ai été pendant une dizaine d'années consul général du Sénégal à Bordeaux, où j'ai couvert quand même une juridiction qui contenait quasiment l'ensemble du sud de la France, hormis Marseille, qui avait après un consulat général. Et je suis bien placé pour parler de la diaspora. Pourquoi? Parce que j'ai toujours remarqué que la diaspora était constituée de 3 entités. Oui. Vous avez d'abord les travailleurs, vous avez les étudiants et vous avez les binationaux. Et dans les binationaux, vous avez et des travailleurs et des étudiants. Et souvent, les enjeux à leur niveau, en termes de logement, en termes de retraite, en termes de questions administratives, ne serait-ce que pour la nationalité, ce sont des enjeux qui sont complètement différents. Et que je pense que si on veut ériger la région, la diaspora en région, ou si on veut mettre en place des députés pour la diaspora, il serait bien quand même. Il serait bien, c'est une déformation professionnelle, d'aller écouter la diaspora. D'abord. Écouter la diaspora, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller à la rencontre des organisations et des associations qui sont représentatives de la diaspora. À Bordeaux, vous avez une association qui a plus d'une vingtaine d'années, qui est quand même représentative de la diaspora. À Bordeaux, vous avez à Paris, vous avez dans les autres régions françaises. Il faut aller à la rencontre de cette diaspora-là, les écouter, connaître leurs doléances, savoir exactement avec quelle phrase et quels mots ils posent leurs questions et qu'est-ce qu'ils attendent justement d'un gouvernement. Et à partir de ce moment, voir si le format région leur correspond et si le format aussi représentation parlementaire leur convient. Oui, mais quand même l'idée, disons, dans le fond, elle peut être bonne. Oui. L'idée en elle-même, elle est louable. L'idée en elle-même, elle est louable. Mais il faut aller à la rencontre justement de ces personnes-là et les écouter. Très bien. Voilà. Momar, merci. Merci à vous. Je rappelle que nous recevions Momar Thiam, directeur général du cabinet Conseil Welcoming, directeur de l'école des hautes études en information et en communication, ancien conseiller en communication du président Abdoulaye Wade. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. À vous, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Demain, retrouvez membre du Brakan. Excellente soirée chez vous.